Bonjour à toutes et à tous pour ce 10e webinaire IF-Prof consacré à la crise sanitaire et à la réponse de nos établissements. Et aujourd'hui, nous allons parler de la réponse au niveau du travail des ambassades, au niveau du travail de la coopération linguistique. Nous allons accueillir 4 invités. Aujourd'hui, nous allons accueillir Manuela Ferreira Pinto, qui est attachée de coopération éducative en Espagne. Nous allons également avoir Benoît Ledévédec, attaché de coopération pour le français à l'ambassade de France au Royaume-Uni. Maglone Orliange-Latsou, qui est attaché de coopération éducative à l'ambassade de France au Brésil, et Frédéric Penilla, attaché de coopération éducative à l'ambassade de France en Chine. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer avec un petit tour de l'interface. Sur l'écran où je parle, donc normalement, juste au-dessus de moi, vous avez un petit icône de cloche. Vous pouvez cliquer dessus et ça évitera d'avoir un petit ting à chaque message posté sur le chat parce que vous êtes déjà très nombreux à nous avoir rejoints et très nombreux à participer sur le chat. Le chat qui est donc à ma droite, avec un espace donc qui est réservé à vos discussions. Vous pouvez donc échanger entre vous. Là-dessus, un onglet questions à côté qui est réservé aux questions que vous souhaitez poser, voire poser aux intervenants. Et
un onglet sondage et on vous invite à répondre à ces sondages, 5 questions pour mieux savoir qui vous êtes. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre dès maintenant au sondage. Sur le chat, dans les questions, on peut dire bonjour à Martin Lafitte, qui est mon collègue et qui anime avec moi ce webinaire. Et ensuite, j'en profite pour annoncer tout de suite le 11e webinaire qui aura lieu exceptionnellement la semaine prochaine, le mercredi, et qui aura pour thème les solutions pour les petites et moyennes structures. Donc, Tintin pourra faire un petit appel pour vous indiquer où vous inscrire pour ce webinaire. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Manuela Ferrer-Pinto, qui va nous parler donc de la situation en Espagne. Manuela. Bonjour à tous. Alors, j'essaie d'activer cette caméra. Est-ce que je vais y arriver? Voilà, normalement, je vais l'activer. Là, voilà. Bonjour à tous. Merci Super. beaucoup à l'Institut français à Paris de m'avoir invité à participer à ce moment d'échange. Et je suis évidemment ravie de partager ce moment avec mes collègues. Certains d'entre eux voilà, sont des collègues de longue date. Et voilà, c'est un bonheur de les voir à distance aujourd'hui. Alors, concernant le travail de la coopération éducative et linguistique ici en Espagne, notre première priorité a été vraiment d'organiser le travail collectif. On a tenu d'abord à mettre en place des protocoles pour la communication interne parce que ça nous semblait absolument fondamental de pouvoir nous organiser pour nous préparer aux défis qu'on allait tous devoir relever ensemble. Alors, en Espagne, l'équipe de la coopération éducative et linguistique est composée de 7 personnes et on a d'abord travaillé à la mutualisation des dossiers. On a des espaces partagés dans lesquels on a mis l'essentiel de notre connaissance et en priorité évidemment les dossiers urgents. On a également mis en place des rituels, notamment pour le télétravail, parce qu'on est tous ici en télétravail aux 4 coins de l'Espagne, reliés par ces belles machines qui nous permettent de travailler à distance, travailler entre nous, mais travailler aussi avec notre hiérarchie et avec nos autres collègues qui voilà, composent un peu notre écosystème de travail, le réseau culturel français ici. On a aussi créé 2 groupes WhatsApp parce que ça nous permet aussi de répondre aux urgences de manière plus rapide. On n'est pas toujours derrière notre messagerie. Et donc, on a 2 groupes de WhatsApp, un groupe informel, parce que dans les moments de crise, il faut pouvoir aussi se détendre et partager des choses un peu ludiques et amusantes, faire aussi parfois des petits coups de gueule, parce qu'on a aussi des contrariétés. Et puis, on a un groupe formel où là, on met que les choses qui sont strictement utiles pour notre mission. Voilà, ça a été la première démarche. Ensuite, on s'est vraiment organisé pour répondre à la priorité politique. En Europe, voilà, on est tous maintenant reliés en Europe, reliés à Paris. On doit faire remonter des informations presque quotidiennement sur la situation ici en Espagne, sur ce qui se passe dans le pays, quelles mesures sont prises, quelles mesures originales, quelles mesures compliquées ont été prises. Donc, on fait remonter à Paris presque quotidiennement des informations en temps réel pour permettre aux décideurs dans les différents ministères et en particulier aux affaires étrangères, à l'éducation et souvent aussi à la présidence de la République, des informations sur l'organisation de ce qui se passe en Espagne. On a une particularité ici, on a 17 communautés autonomes qui ont une grande autonomie dans le domaine de l'éducation. On peut dire presque qu'il y a une sorte de fédéralisme éducatif en Espagne, même si voilà, ça ne porte pas ce nom. Mais les communautés autonomes ont beaucoup de liberté pour prendre des décisions. Et il faut s'organiser pour que cette veille soit fiable et qu'elle remonte en temps réel à Paris. Donc là aussi, on s'est organisés tous, les 7 membres de l'équipe, pour pouvoir voilà, avoir une veille, mais aussi l'analyser. Ça, c'est très important. On ne peut pas le faire remonter de manière brute. Ensuite, on a renforcé tous les liens avec tous nos interlocuteurs. En premier lieu, les professeurs. On a vraiment voulu que les professeurs, dire aux professeurs qu'on était avec eux, les encourager, leur dire merci, leur donner des ressources,
Vraiment, on a fait en sorte de dialoguer le plus régulièrement possible avec eux. On a mis d'ailleurs en ligne une chaîne de petits mots qu'on s'envoyait les uns les autres à travers notre compte Twitter avec une petite pancarte où on disait, chacun disait un petit mot d'encouragement aux collègues espagnols. Il y a eu une chaîne, beaucoup de professeurs ont publié sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter, parce qu'en Espagne, c'est Twitter qui est le réseau le plus actif pour l'éducation. Je vous en toucherai également un petit mot tout à l'heure. Nous avons fait le lien aussi avec les partenaires éducatifs espagnols, parce que si on fait remonter de l'information à Paris, on voulait aussi qu'une partie de l'information et de l'actualité française puisse être diffusée aux partenaires locaux, donc au ministère de l'Éducation espagnol, mais aussi aux communautés autonomes. Donc on les informe de ce qui se passe en France, des mesures qui sont prises. On a un document de synthèse qui montre quelles sont les mesures prises en France. Et bien sûr des ressources, parce que la première urgence a été d'organiser des ressources. Les partenaires espagnols sont très bien équipés, il y a des plateformes, il y a des chaînes éducatives qui ont été mises en place. Les établissements espagnols ont dû faire face à la crise en 2008 qui s'est abattue de plein fouet sur l'éducation. 15% du budget a été perdu entre 2008 et 2012. Et beaucoup de fonds européens ont été mobilisés notamment pour introduire le numérique dans les établissements. Et nous avons enrichi les plateformes locales, donc dans chaque communauté autonome, de ressources pour le français. Ça a été un effort très important. Et les professeurs, d'ailleurs, nous ont souvent écrit pour soit nous demander des compléments, soit apprécier ce que nous avons communiqué. Ensuite, bon, j'ai parlé de la communication vers les partenaires, hein, mais nous avons aussi fait une communication plus grand public, notamment parce que nous voulions continuer à diffuser nos plaidoyers et organiser une communication via les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on en a deux, on a Instagram et Twitter. Twitter quotidiennement, on publie beaucoup, et Instagram pour les événements un peu plus graphiques, où on a de belles images, de belles photos à partager. Et pour nous, le message le plus important, c'est vraiment le plurilinguisme. Donc on a un slogan, c'est Osons les langues, a por las lenguas. C'est vraiment ce qu'on martèle en permanence. La francophonie et également d'autres priorités, mais je vais faire court. Chaque jour, nous avons un thème privilégié sur Twitter autour duquel nous allons publier, en plus de toutes les ressources et de toute l'actualité et des événements de chaque jour. Nous publions avec un mot dièse dédié chaque jour. Donc le lundi, une infographie, le vendredi, osons les langues, etc. Et puis nous avons évidemment travaillé sur les dossiers prioritaires. Je vais simplement, sans rentrer trop dans les détails, vous dire d'abord qu'il y a eu des reports. On a dû notamment reporter un projet qu'on avait avec l'Institut français à Paris, un concours d'éloquence. Donc ce genre de choses, on a dû les gérer aussi rapidement. Ensuite, on s'est consacré avec beaucoup d'énergie au DELF-DALF parce qu'il a fallu reporter les sessions d'examen. Pour que vous puissiez nous situer dans le paysage, l'Espagne est le premier pays au monde en termes de recettes et le 4e pays en nombre de candidats. Donc 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 35 700 candidats. Et nous travaillons là aussi en réseau avec l'Italie et l'Allemagne, qui sont dans la même situation que nous, et également, bien sûr, avec France Éducation Internationale. On a aussi dû négocier le dossier du Bashiba, qui est un dossier politique, donc entre les deux ministères de l'Éducation. On a travaillé au report de l'université d'été, qui cette année devait être une université belge, et on va créer une université en ligne, je vous en toucherai un mot tout à l'heure, une université d'été en ligne du 6 au 10 juillet, on y travaille en ce moment. Nous avions un magnifique concours photo qui s'est terminé fin mars, et au lieu de faire une exposition dans des musées et des centres culturels qui nous avaient prêté leurs locaux et qui nous accueillaient dans des endroits prestigieux, nous avons fait le choix de diffuser, de faire une exposition en ligne avec une vidéo qui a été montée par un graphiste assez connu ici qui travaille avec beaucoup d'artistes. On a déjà pas mal de vues sur cette exposition et c'est une exposition qui a une dimension sociale très intéressante. Nous avons aussi travaillé sur Novembre numérique pour revoir les formats.
on va passer d'événements en présentiel, en présence à des événements à distance, des webinaires et un hackathon en ligne également, et puis un cycle de formation professionnelle. Et puis, nous avons également un dialogue constant avec les académies françaises, puisqu'il y a 27 accords entre académies françaises et régions d'Espagne. Et là, il y a toute la question de la mobilité des élèves, de la mobilité des professeurs. Voilà, j'ai essayé d'être la plus synthétique possible et évidemment, je pourrai répondre à toutes vos questions. Je redonne la parole à Jérôme. Merci beaucoup, Manuela, donc, pour cette intervention sur cette première partie où on dresse un petit peu le tableau immédiat de ce qui a changé, ce que la crise sanitaire a transformé, soit au niveau de la communication, au niveau des actions. Et dans un deuxième temps, dans une deuxième partie, on va se projeter un petit peu sur l'avenir de la coopération. Et donc, on va détailler plus en avant toutes ces transformations possibles. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Benoît, le DVDEC au Royaume-Uni, aussi pour une présentation de l'état des choses aujourd'hui. À toi, Benoît. Hello, bonjour à tous. Merci beaucoup à l'Institut français de Paris pour cette invitation et merci également à Manuela pour ce premier témoignage. Alors nous, on a vécu la même chose, enfin beaucoup de choses similaires évidemment à l'Espagne. Nous ici, on est en situation de confinement depuis la fin mars avec une fermeture des écoles effective au 23 mars et aujourd'hui une annonce d'une préparation à une éventuelle reprise à partir du 1er juin pour les niveaux de maternelle notamment et CM2 fin de primaire progressivement courant juin, bien que ça ne concerne que l'Angleterre immédiatement. Je vais partager avec vous mon écran en fait pour vous montrer une présentation que vous devriez pouvoir voir maintenant. Alors, de mon côté, je vais parler plus précisément des dossiers dont j'ai la charge en tant qu'attaché de coopération pour le français. Et une des premières priorités parmi mes actions, ça a été évidemment le soutien aux alliances françaises, puisque je suis référent alliance française pour le Royaume-Uni à l'ambassade en lien avec la coordination des alliances à Manchester. Il faut savoir que pour nous ici, c'est un réseau qui est quand même assez important. On a 2 instituts français, centres de langue, 11 alliances françaises, dont 10 alliances enseignantes. Ça représente 16 000 inscriptions à l'année, près de 200 professeurs. Et tout de suite, il a fallu mettre en place un groupe de travail. Alors c'est vrai qu'on travaille déjà en très très bonne synergie au niveau du réseau des AF et des IF ici au Royaume-Uni. Depuis un peu plus de 2 ans, on a plusieurs formations en commun. Donc il a été assez aisé de constituer un groupe de travail, on va dire d'urgence, qui se réunit toutes les semaines depuis début mars et qui a permis de mettre en place aussi au niveau de l'ambassade un accompagnement des alliances, notamment dans la mise en œuvre des cours en ligne, puisque toutes sont passées, ainsi que nos 2 instituts français, à des cours 100% en ligne. Et également pour les alliances qui n'en avaient pas les moyens de pouvoir acquérir du matériel informatique complémentaire, des ordinateurs portables, des webcams, des micro-casques. Et puis pour les enseignants, des abonnements aux experts FLE, puisqu'on a abonné 200 enseignants sur l'intégralité du réseau des AFIF ici au Royaume-Uni. Et plus récemment, également, grâce à notre fonds d'aide aux alliances dont on dispose, qui est géré par l'Institut français, un fonds de l'ambassade, on a pu également sponsoriser l'acquisition de licences Zoom au tarif éducation, donc un tarif réduit pour les établissements du réseau. Donc ça a été je dirais, une des premières priorités dans mon travail, c'est de pouvoir être là pour accompagner l'ensemble des AF dans cette transition vers les cours en ligne et également proposer un accompagnement méthodologique, tout ça en lien avec l'ensemble des établissements pour la mise en œuvre des cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également la gestion des réactions du public. On a partagé, grâce à l'Institut français de Londres, des fiches méthodos sur comment gérer les objections par rapport au public vis-à-vis des cours en ligne. On est en train d'établir également un sondage vis-à-vis de tous les étudiants du réseau pour voir quelles seraient leurs attentes dans les formats à venir, dans une perspective de déconfinement.
et on s'apprête plus largement, enfin on y travaille déjà, hein, à lancer une grande campagne de communication, de promotion des cours de français pour le réseau AFIF, donc une communication commune qui s'appuierait en partie sur des visuels. Alors là, je vous ai donné un exemple, hein, c'est pas le format final, mais il s'agirait un petit peu de la stratégie, reprendre des visuels du kit et en plus je parle français, qu'on adapterait à notre sauce britannique et également via un recueil de témoignages vidéo de nos étudiants. Donc toutes les AF, tous les IF ici sont en train de recueillir des courts témoignages de leurs étudiants qu'on va monter et qu'on va essayer de déployer au niveau national dans le cadre d'une campagne sur les réseaux sociaux. Voilà, ça a été, je dirais, la première, le premier pilier de mon travail face à la crise, accompagner ce réseau et faire en sorte que l'ambassade soit là et puisse être la plus efficace dans le suivi et dans leur transition vers les cours en ligne face à la crise. On a également un autre axe important de mon travail a été le suivi d'une part des assistantes français, puisqu'on a 266 assistantes françaises cette année au Royaume-Uni, donc en lien avec le British Council et France Éducation Internationale. On a mis en place, enfin ici au niveau de l'ambassade, l'Institut français a envoyé un questionnaire en ligne pour recenser les situations individuelles de chacun des assistants et nous assurer que personne n'était en difficulté par rapport à cette situation de fermeture des établissements au mois de mars, sachant que certains ont vu leur contrat interrompu, la plupart sont rentrés en France et certains, évidemment, souhaitent pouvoir revenir pour récupérer leurs affaires et déménager avant la fin de l'année. Donc, il y a plusieurs questions logistiques qu'il a fallu traiter en urgence et qui nous ont demandé, en fait, de mettre en place des dispositifs d'accompagnement et de suivi individualisé de ce dispositif et de ce programme qui est très, très important pour nous ici, des assistants de langue. On a également un réseau Flamme qui est très dense. On a 55 petites associations flammes ici au Royaume-Uni. Bon, là, je vous ai mis une carte du réseau des flammes. On voit un petit peu la République d'Irlande, mais on a une flamme depuis cette année à Belfast, en Irlande du Nord. Il faut savoir que pour les flammes, ça a été également une période quand même très, très compliquée. On a mis en place, enfin là, tout récemment, le Parapluie Flamme, qui est la fédération, l'association fédératrice qui chapeaute le réseau des 55 flammes, a mis en place un sondage justement pour essayer de comprendre et d'avoir des retours de chacune des petites associations. Pour l'instant, on a eu la moitié à peu près des associations qui ont répondu à ce sondage, une trentaine, un peu plus de la moitié, et on sait que une grosse vingtaine d'associations sont toujours en activité et peut-être 8 ou 9 ont mis en veille leur activité en attendant une reprise des cours en présentiel dans les établissements britanniques. Voilà, donc ça, c'est également un réseau qu'on suit de très près et qu'on va continuer d'accompagner puisque prochainement, il devrait y avoir des rendez-vous de type webinaire sur Zoom qui seront pilotés par le Parapluie Flamme. En tout cas, c'est à l'étude et qui devrait permettre également de mieux accompagner ces associations sur le terrain. Il y a également un travail d'acquisition de licences Zoom pour la plupart d'entre elles. Donc certaines ont déjà pu bien mettre en œuvre les cours à distance, mais pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Donc on veille à pouvoir les accompagner au mieux. Au niveau du soutien des enseignants de français dans les écoles britanniques, il faut savoir que lorsque la fermeture des écoles a été annoncée fin mars, donc effective à partir depuis le 23 mars, les établissements anglais n'étaient absolument pas préparés à mettre en place l'enseignement à distance. C'est vrai qu'en France, on a des dispositifs comme Ma classe à la maison et d'autres supports qui ont été mis en ligne très très rapidement et qui ont offert aux enseignants et aux parents la possibilité de prendre en charge au plus vite une continuité de l'enseignement à la maison. Ça n'a pas été le cas pour les écoles britanniques puisqu'ils ont mis en place un programme avec des vidéos pour leur enseigner les différentes matières seulement à partir de Pâques. Donc, c'est arrivé très, très tard. Donc, de notre côté, il était vraiment important de promouvoir très rapidement les ressources qu'on avait à leur disposition. Donc, ça passait par les réseaux sociaux. On a notamment un compte Twitter qui est très, très actif. On a un compte Facebook également. Et donc l'idée, ça a été de proposer tout de suite les ressources gratuites qu'on a pour les enseignants britanniques, dont Culture Tech. Sur Culture Tech, via
la carte de membre de l'Institut, on peut également avoir accès au site Europresse, qui permet d'accéder à la presse internationale de façon gratuite. Et puis, tout un tas de dispositifs qui sont propres au Royaume-Uni, mais qui sont aussi disponibles sur Culture Tech. C'est le cas du projet Primary French, qui rassemble tout un ensemble de ressources pédagogiques pour le primaire, pour les 4 dernières années de primaire, du CE1 au CM2, dans un contexte britannique, et qui, avec des fichiers PowerPoint dotés d'enregistrements audio, permet d'enseigner le français à des non-francophones dans le cadre du programme scolaire anglais. Alors, toutes ces ressources sont gratuites, elles existaient déjà depuis quelques années, depuis 2014, sur Culture Tech, et en fait le confinement a été l'occasion de renforcer notre communication sur ces ressources et de nous assurer que le maximum d'écoles et d'enseignants, grâce aussi à nos partenaires comme l'Association nationale des professeurs de langue vivante, puissent avoir accès à ces données. On a également renforcé notre action sur certains programmes de collaboration de type projet éducatif européen. C'est le cas du programme Arsenal Double Club. Donc Arsenal Double Club, c'est en fait la fondation du club Arsenal, qui a mis en place avec les partenaires linguistiques européens, dont l'Institut Goethe, l'ambassade d'Espagne et l'Institut français, tout un tas de ressources pour l'apprentissage des langues via le football. Et donc, tout récemment, on a développé un petit peu en urgence de nouvelles ressources qui sont basées sur les thématiques des examens du secondaire britannique, donc ici l'équivalent du brevet des collèges. Ça s'appelle le GCSE. Donc le GCSE, c'est, on va dire, ça va du niveau A1 à A2, et ça comporte plusieurs thématiques très très simples, et on a donc fabriqué plusieurs ressources. Là, je vous montre un exemple sur ce site web. Il s'agit de ressources qui sont entièrement gratuitement accessibles par l'ensemble des enseignants et des écoles ici au Royaume-Uni. Donc, vous avez des vidéos, vous avez des quiz en ligne, et tout ça, ça peut être utilisé aussi bien par les enseignants que par les parents depuis la maison. Et donc, c'est un autre exemple en fait de ressources qu'on a pu développer et renforcer en ligne dans ce contexte de crise. Enfin, ici, à l'Institut, on est en train d'adapter notre offre d'activités scolaires, donc c'est-à-dire qu'on accueille énormément d'élèves tous les ans, plus de 6000 élèves dans l'enceinte de l'Institut à Londres. Alors, je prends que l'exemple ici de l'Institut français à Londres, mais c'est également le cas à Édimbourg, à notre antenne, à l'Institut français d'Écosse, et puis dans plusieurs alliances du réseau ici au Royaume-Uni. On offre des activités scolaires dans les murs. Et évidemment, avec la crise et le confinement, il n'a pas été possible de poursuivre cette activité. Donc là, on est en train de travailler à mettre en place une offre d'activités scolaires qui seront accessibles directement en ligne. Évidemment, on a, en plus de la mise en place de ces ressources, de leur promotion, on travaille étroitement avec nos partenaires. Donc, je parlais tout à l'heure de l'Association nationale des professeurs de langue vivante, qui comporte un peu plus de 6000 membres, donc qui est très, très active au Royaume-Uni. On a réussi à mettre en place un premier webinaire qui a été diffusé donc en direct le 7 mai et qui nous a permis de promouvoir toutes les offres dont je suis en train de vous parler ici vis-à-vis du public scolaire britannique. Donc, en plus des réseaux sociaux, en plus des plateformes Internet habituelles, on a également, via nos partenaires, contribué à ce webinaire et à d'autres webinaires à venir, puisque on a un prochain webinaire la semaine prochaine avec une association à Newcastle qui est responsable de la promotion des langues et avec laquelle nous sommes partenaires dans le nord de l'Angleterre. Et on envisage aussi de mettre en place plusieurs autres webinaires plus spécifiques cette fois-ci, dont un sur les ressources du Primary French. Au niveau des opérations événementielles scolaires, là aussi, comme en Espagne, on a dû reporter certaines opérations. Et c'est le cas de 2 opérations, cependant, qu'on va poursuivre sous un format en ligne. On a notamment un grand concours de clips de chansons en français, dont la réalisation est compatible avec un travail à la maison. Alors c'est vrai que l'année dernière, pour l'édition 2019, on avait réussi à avoir un peu plus de 1000 élèves à travers le pays à participer. Donc là, vous voyez, ça, c'est des photos de l'année dernière. Cette année, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, on a repoussé la date butoir. Au début, la date butoir, ça devait être le mois d'avril. Et là, ça va être le 22 mai. Et on a déjà reçu une trentaine de vidéos. Donc, c'est quand même pas mal. Ce sera probablement moins que l'année dernière, mais on va réussir à avoir plusieurs contributions. Et l'idée, c'est de faire une remise de prix
avec un concert en ligne qui aurait lieu à la fin juin. Donc, grâce au travail de l'équipe Médiathèque, on a une série de concerts tous les mois qui s'appelle les Musiques Rendez-vous. Et l'idée, c'est de proposer un concert en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, lors duquel nous remettrions les prix des grands gagnants de ce concours de clips en français. Et enfin, pour conclure là-dessus, nous avons également un concours d'éloquence, les joutes oratoires lycéennes, dont la finale nationale devait avoir lieu le 20 mars et qui pour l'instant a été reportée. Ça concerne à travers les qualifications régionales un peu plus de 200 lycéens à travers le pays, donc c'est un concours très important. On a 10 équipes qui ont été qualifiées pour la finale et qui sont aujourd'hui en attente de savoir si elles vont pouvoir s'affronter pour recevoir le Grand Prix. Et l'idée, ça va être peut-être de proposer, on est en train de l'étudier avec l'équipe organisatrice, de faire cette finale également en direct, mais en ligne. Et on a justement un site internet en fait qui existe. Alors ça ne s'affiche pas, mais ça s'appelle Mixidea. Si vous avez l'occasion d'y aller, mixidea.org, si vous avez envie de mettre en place des concours d'éloquence en ligne. On est en train d'étudier la possibilité. On va voir si c'est possible de le faire, mais l'idée, ce serait de proposer cette finale donc en ligne. Voilà, j'ai terminé. Je vais arrêter de partager mon écran et je serai très, très content de pouvoir répondre également à vos questions à la suite de cette présentation. Je n'ai pas parlé de la coopération éducative concernant les établissements français ici au Royaume-Uni. C'est un volet très, très important dont s'occupe Lucia da Silva, qui est notre attachée de coopération éducative. On a 13 établissements français ici, mais n'hésitez pas à revenir vers moi et notre équipe à l'Institut. On sera ravis également de répondre à vos questions sur ce sujet. Merci. Je laisse la parole à Jérôme. D'accord, merci Benoît. Il y avait donc une question, mais je pense que je vais pouvoir y répondre, mais n'hésite pas à intervenir pour si je dis quelque chose de travers. Sur les concours de clips en français, c'est pas des reprises de clips karaoké, mais c'est bien des créations de clips et des créations de chansons. Exactement. C'est ça. Ouais. Il faut que la chanson soit une composition originale. Ouais. Voilà, donc c'est des créations et peut-être que Martin pourra retrouver dans le chat un lien vers le concours de l'année précédente. Donc merci pour cette présentation des actions qui ont pu continuer. Maglone, au Brésil, quelle a été la situation? Qu'est-ce qui à toi? Alors, bonjour à tous. Merci encore à tous nos collègues d'être présents et merci de ce partage d'expériences et de retours. Ça nous donne énormément d'idées. Alors, pour vous parler du Brésil, le Brésil, c'est le contexte, c'est en fait 138 000 élèves qui apprennent le français dans les établissements scolaires, 22 000 dans les alliances françaises, 3 lycées français, 34 alliances françaises avec lesquelles nous travaillons au quotidien. C'est donc un réseau extrêmement étendu sur un pays qui est grand comme 17 fois la France. Donc, quand la pandémie est arrivée, elle est arrivée avec un décalage par rapport à l'Europe. Nous avons tout de suite envoyé à nos partenaires éducatifs principaux un questionnaire sur leurs besoins, ce qu'ils attendaient de nous, de la manière dont ils pouvaient en effet espérer être soutenus par nous, sachant que la langue française ne fait pas partie des enseignements principaux et que donc c'est considéré comme une option dans la plupart des établissements et que pour tout ce qui était mis en place de formation via la télévision et autres, le français n'était pas intégré dans ces disciplines. Nous avons obtenu des retours de ce questionnaire qui mettait l'accent sur besoin de formation, d'échange, etc. Et donc, avec l'équipe de la coopération éducative, qui est formée donc de 2 ACPF, Adriana D'Aventure, que beaucoup d'entre vous connaissent à Rio, Louise Roudy à Sao Paulo, de 2VI, et de moi-même, nous sommes donc réunis. Et nous venions de voir qu'il y avait eu un webinaire de l'Institut français pour les alliances et on s'est dit qu'on allait faire la même chose. Donc en fait, nous avons copié en fait le webinaire Institut français et on s'est dit qu'on allait mettre en place des rendez-vous de la coopération éducative en utilisant la plateforme IFProf Brésil. Les objectifs de ces rendez-vous, c'était premièrement créer et garder le lien avec nos partenaires et nos enseignants,
Deuxièmement, avoir une approche pays et non pas une approche par État ou par zone, ce qui était souvent le cas, de façon à constituer une véritable communauté d'enseignants sur tout le pays. Troisième objectif, former et sensibiliser ses partenaires et ses enseignants à de nouvelles approches pédagogiques. Quatrième objectif, leur faire découvrir nos partenaires, nos projets et leur donner la parole. Et enfin, promouvoir la plateforme IFProf Brésil. Quelles ont été les modalités de ces rendez-vous de la coopération éducative? Alors d'abord, quand? Donc il s'agit d'avoir ce rendez-vous, est un rendez-vous hebdomadaire, tous les mercredis à 11h ou 15h, et ce depuis le 8 avril. Quel est le contenu? C'est une alternance de webinaires de formation, exemple parcours d'apprentissage, éducation au cinéma, escape game, etc., ou des webinaires informatifs de communication ou de présentation sur des thématiques en lien avec notre programmation. Ainsi, nous avons fait une présentation sur le français de la mobilité et les certifications avec les programmes Campus France, sur le français professionnel avec la CCI Paris-Île-de-France, puisque c'est un axe fort de notre développement cette année, le renforcement des compétences à distance avec les programmes Prof le Plus du CIEP, les masters à distance, Université des Antilles, le CAVILAM, etc. Avec quels intervenants? Des intervenants français et brésiliens. Un modérateur SCA qui est toujours là pour présenter l'intervenant, lancer les sujets, reformuler les questions. Comment? En utilisant la plateforme Zoom. Pour qui? Pour un nombre limité de 50 à 70 participants par webinaire. Quelle est la condition pour s'inscrire? La condition pour s'inscrire, et c'est là le lien avec IFProf Brésil, et la condition pour s'inscrire au webinaire est d'être membre d'IFProf Brésil. Et donc ça c'est essentiel parce que ça nous a permis de booster en fait ce IFProf Brésil qui avait été lancé par Célestine Bianchetti en février à Brasilia. Quelle communication sur IFProf Brésil évidemment et sur un compte Instagram qui joue le rôle de push. Le compte Instagram et IFProf Brésil sont animés et alimentés par 3 animateurs brésiliens dédiés, eux-mêmes professeurs, et coordonnés par Marine Knoll, qui est donc VI chargée de mission à la coopération éducative. Quels ont été les premiers retours sur ces rendez-vous? On en a donc eu déjà 5. Donc ces webinaires sont très suivis, y compris d'ailleurs par des participants non brésiliens, ce qui montre bien le côté mondialisation de la plateforme. De très bonnes interactions, beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, des demandes d'approfondissement de certains thèmes. Un élément auquel nous n'avions pas forcément pensé, mais qui est important dans ce pays immense où il n'y a pas de communauté vraiment structurée. Il faut rappeler en fait que le Brésil est un pays fédéral et que les professeurs ont tous un statut différent en fonction de l'État où ils ont été recrutés, de la ville où ils ont été recrutés. Donc, il n'y a pas d'unité, en fait, de la communauté de professeurs de français, sinon leur amour pour la langue. Donc, c'est important aussi de pouvoir, grâce à ces webinaires, renforcer et structurer cette cohésion. Un des premiers retours aussi qui est essentiel, c'est la croissance quasi exponentielle d'IFProf Brésil, qui a été lancée donc en février. Nous avions 200 inscrits fin mars, 565 hier, 587 aujourd'hui. Donc vous voyez que ça explose, et ça explose en partie, je pense, grâce à la mise en place de ces webinaires. Autre retour aussi, c'est un travail d'équipe en fait du côté coopération éducative, et c'est très important en temps de pandémie, quand nous sommes tous en fait dans différents endroits du Brésil. Chacun propose des sujets, conçoit le titre, contacte les intervenants possibles, donne parfois lui-même des webinaires, ainsi Adriana sur le parcours d'apprentissage, Marjorie sur les certifications, ou Modère, ainsi Marine, ce qui permet aussi à tous les participants et à tous les professeurs de la communauté brésilienne de mieux nous connaître et de mieux interagir par la suite. Et en fait, c'est vrai que grâce à ces webinaires en temps de crise, on est en train de préparer l'après, et c'est un temps finalement qui nous permet de maturer et de faire mûrir en fait cette communauté d'enseignants. Les déclinaisons de ce rendez-vous hebdomadaire, évidemment, on s'est rendu compte que le webinaire marchait tellement bien qu'il fallait faire d'autres choses. Donc, on va mettre aussi des webinaires de partage d'expérience à partir de fin mai avec des professeurs brésiliens qui vont pouvoir intervenir en français ou en portugais d'ailleurs, sur leur retour. Mise en place aussi une première conférence en ligne le 4 juin, des quiz, des concours, des choses comme ça. Donc, en fait, moi, je voulais vraiment faire un focus sur ces rendez-vous de la coopération éducative
parce que ça nous a pas coûté grand-chose et les retours en fait sont excellents. Et c'est quelque chose qu'on va continuer évidemment au-delà de la pandémie. Et on pense peut-être pas garder le rythme en fait d'un rendez-vous hebdomadaire, mais au moins un rendez-vous par mois, parce qu'on voit en effet que c'est quelque chose qui est essentiel en fait pour nos partenaires enseignants et que ça va continuer à créer de la cohésion dans cette très large communauté d'enseignants de français au Brésil. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc, comme tous nos intervenants jusqu'à présent, on va te retrouver dans la deuxième partie qui aura pour objet d'élargir un petit peu le propos et la réflexion. Finalement, donc notre quatrième intervenante, Frédéric Penilla, qui va nous parler de la situation en Chine et qui va commencer à ouvrir les discussions sur l'après-crise sanitaire. À toi, Frédéric. Merci, Jérôme. Merci beaucoup de ton invitation et bonjour à tous les participants, enfin les spectateurs, et j'ai reconnu certains noms, donc j'adresse un salut amical à tous ces collègues dans le monde. Alors, en Chine, bon, la crise a quelques mois d'avance sur les situations qui viennent d'être présentées. Elle a un peu d'avance et puis en même temps, donc elle a une durée aujourd'hui beaucoup plus importante. Hein. Ça fait bientôt 4 mois qu'on est dans cette période un peu spéciale. Et puis surtout, c'est une période qui ne s'est pas annoncée. C'est une période qui est arrivée pratiquement du jour au lendemain, alors que ensuite, évidemment, les autres pays ont vu venir arriver la vague, le problème quand même de longue date, en tout cas de plusieurs semaines, et ont peut-être eu davantage de temps de s'y préparer. La particularité aussi de la crise en Chine, c'est qu'elle est arrivée donc d'une part subitement et d'autre part pendant une période de congé, puisque c'était pendant le Nouvel An chinois. Ce qui veut dire que les étudiants, les professeurs et même nos collègues à l'Institut français, dans les alliances françaises, étaient pour beaucoup partis en vacances et n'ont pas pu revenir ou n'ont pas souhaité revenir en raison de cette situation. Ce qui fait que certains d'entre eux sont d'ailleurs toujours hors de Chine aujourd'hui et la situation s'est corsée puisqu'à partir de fin mars, la Chine n'a plus permis aux étrangers de revenir en Chine et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ça veut dire que finalement beaucoup de nos collègues sont toujours hors de Chine, ceux avec qui on travaille, parce que la coopération éducative au sein d'une ambassade ne travaille pas isolément, elle travaille avec la coopération pour l'audiovisuel, avec le livre, avec le secteur culturel, avec l'universitaire. Donc on est avec des équipes réduites ou des équipes éclatées. Ensuite, de par ce caractère subi, elle nous a pris de court, elle nous a aussi inquiétés, sans qu'on sache vraiment sa dangerosité, son ampleur, ses conséquences immédiates et à venir. Voilà, donc c'était une période quand même relativement anxiogène, très difficile à gérer sur le plan émotionnel, personnellement et en tant qu'équipe. L'équipe du secteur éducatif en Chine, c'est 6 personnes plus un ETI, un expert technique international qui est coordinateur des établissements bilingues. Et puis, pendant cette période, finalement, la première des priorités pour nous, et donc c'est là que finalement le travail, pour moi en tout cas, a complètement changé de nature, c'était le soutien aux établissements français en Chine, parce qu'il y a une douzaine d'établissements en Chine, de tailles très différentes, de statuts aussi différents, puisqu'il y a des établissements homologués ou conventionnés, ou même un établissement en gestion directe de l'AEFE, des écoles aussi de la mission laïque française. Et ces établissements ont dû aussi fermer leurs portes du jour au lendemain et sans préavis, avec évidemment des conséquences assez lourdes sur la communauté française et francophone en Chine, qui fréquente ces établissements et qui représentent à peu près 5000 personnes. Donc notre travail en premier lieu pendant, je dirais, au moins un bon mois et demi, mais ça a continué de manière moins forte par la suite, ça a été un travail de veille
sur les annonces qui étaient faites et qui se succédaient, qui ont été extrêmement nombreuses du gouvernement chinois. La Chine comportant 31 provinces, chacune annonçant des choses différentes, chacune ensuite annonçant des nouvelles dates de réouverture différentes, toujours très échelonnées. À l'heure où je vous parle, toutes les écoles n'ont pas rouvert, en tout cas tous les niveaux n'ont pas rouvert en Chine, les universités non plus. Et donc une veille sur ces mesures sanitaires, sur les dates de réouverture, sur les contraintes extrêmement fortes qui pèsent sur les établissements scolaires, mais aussi évidemment sur les départements ou les écoles, les départements de français ou les écoles, pour pouvoir rouvrir à nouveau aux élèves. Et bien entendu, dans ce contexte, l'impossibilité pour nous de mettre le pied dans une école, de pouvoir rassembler qui que ce soit. Voilà. Donc, une configuration totalement nouvelle et inattendue qui n'a pas manqué évidemment de nous dérouter, de nous interpeller sur ce que serait, on en parlera peut-être après, par la suite, dans les semaines, les mois, peut-être les années qui viennent, ce que serait la coopération sans cette possibilité de se rassembler, de se rencontrer et d'être mobile. Également une veille sur tout ce qui pouvait être fait dans les écoles internationales en Chine, puisque les lycées français ne sont pas les seuls sur ce créneau des écoles internationales, et donc la concurrence, le benchmarking, enfin l'étude de cette concurrence était aussi un élément très important. Et puis, en ce qui concerne, je parlais de notre ETI tout à l'heure, la nécessaire continuité de sa coordination pédagogique au moment de cette crise entre les différents établissements d'enseignement bilingue en Chine, qui a d'ailleurs été l'occasion de mutualisation et de rapprochement des équipes pédagogiques. C'en est un des effets positifs au final. Également 16 assistants de français qui se trouvaient dans différents établissements, soit en Chine, soit, comme je le disais tout à l'heure, éparpillés dans le monde puisque c'était l'époque des vacances, mais vis-à-vis desquels nous avons quand même, étant donné qu'ils sont très jeunes, une responsabilité de savoir ce qu'il advient d'eux et dans quelle situation ils peuvent se trouver, mais également aussi pour tout ce qui concerne les professeurs des lycées français en Chine et éventuellement de leur famille, qui étaient aussi dans des situations très compliquées, qui continuent de l'être, puisqu'aujourd'hui, pour parler du lycée français de Pékin, par exemple, il y a toujours à peu près la moitié des professeurs de français qui sont hors de Chine, ce qui fait quand même, et une grande partie aussi des élèves, et qui ne peuvent pas revenir, donc ce qui conduit effectivement à des situations très compliquées à l'heure de la réouverture qui a commencé il y a quelques jours maintenant. Bon, tout cela étant arrivé pour nous le 23 janvier, c'est-à-dire que nous étions en pleine préparation d'un mois de la francophonie qui constitue l'un des 3 temps forts de l'Institut français de Chine et qui mobilise l'ensemble des secteurs du SCAC et de l'Institut français. Mais dans les conditions que j'exposais tout à l'heure, nous a conduit début février à constater qu'on n'était pas en mesure d'assurer ce qu'on avait prévu en termes de programmation, même si dans certaines circonscriptions, par exemple à Shenyang, certaines actions ont pu être menées, des concours ou des concerts virtuels, enfin retransmis par Internet, de façon à pouvoir maintenir quand même une présence française et francophile et francophone à travers les réseaux chinois. En même temps que nous étions conduits à annuler cette fête de la francophonie, nous avions aussi beaucoup d'incertitudes sur un certain nombre d'actions que nous avions en ligne de mire et que progressivement nous avons dû abandonner. Évidemment, tout ce qui concerne la mobilité des enseignants et des élèves qui était prévue principalement à l'été et que dans les circonstances actuelles ne sont pas envisageables, qui peuvent être reportés à l'année suivante ou transformés en des bourses pour pouvoir suivre des formations au sein des alliances françaises en Chine au nombre de 15, qui sont ici des départements de français des universités,
ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, les universités, pour l'essentiel, n'ayant pas rouvert, les alliances sont également toujours fermées. Fermées au public et donc ne peuvent accueillir leurs cours, ce qui évidemment pose un certain nombre de problèmes et de menaces pour leur survie. Nous avons également été particulièrement impactés par l'annulation par les autorités chinoises de toute forme d'examen et donc, enfin, de rassemblement et donc d'examen, donc 2 sessions d'ELTALF, ce qui évidemment a un impact à la fois sur les projets de mobilité des élèves et aussi sur leurs projets, je dirais, éducatifs, hein, ou le leur ou ceux de leur famille, puisque l'apprentissage du français, qui en Chine est essentiellement un apprentissage à l'université, eh bien, la certification fait partie de ce processus. Donc, on espère que la session d'automne pourra être tenue, et ce serait la seule de cette année, ce qui est quand même assez inhabituel, évidemment. Et au-delà de tous ces bouleversements et de toute cette incertitude, évidemment, nous essayons de nous projeter sur l'avenir et nous avions déjà en germe le projet de mettre en place une plateforme IF Prof Chine. Évidemment, la conjoncture a fait que ce projet a pris encore plus de pertinence et que nous nous sommes hâtés de le mettre en place et de le faire vivre. Il sera lancé officiellement à l'automne, mais il comporte déjà beaucoup de contenu et d'animation. Et il va s'associer à la mise en place d'un compte officiel WeChat, qui est la messagerie la plus courante en Chine, l'équivalent de WhatsApp, mais avec des comptes officiels, de façon à pouvoir transmettre de l'information et éventuellement interagir aussi avec une communauté de professeurs qui, ici, est fédérée essentiellement par l'Association des profs de français, mais avec lesquels nous n'avions pas, en tout cas jusqu'alors, de contact direct, hormis cet intermédiaire de l'Association des professeurs de français. Et il nous semble aujourd'hui qu'avec la survenue de cette crise et l'incertitude sur sa durée et son impact, il est important qu'on puisse davantage resserrer les liens de cette communauté de professeurs et leur apporter l'écoute, l'appui, les ressources dont ils ont besoin. Ça ne va pas sans difficulté parce qu'en Chine, la censure Internet est très forte et donc nous ne pouvons pas diffuser un certain nombre de ressources. Nous n'avons pas accès à tout ce qui est outils Google, YouTube, etc. Donc évidemment, il y a une plus grande difficulté à mettre en place cette plateforme qu'ailleurs, je pense, et ce qui explique certainement pourquoi elle n'avait pas été jusqu'alors mise en place, mais la crise nous donne une raison supplémentaire de nous diriger dans cette voie, malgré ces probables écueils ou obstacles à venir. Et au-delà de ça, et peut-être que je finirai mon intervention sur ce sujet, là-dessus, mais cet épisode assez long, finalement, ici, est massif, et puis surtout très soudain, comme je le disais tout à l'heure, nous interroge sur ce qu'est notre préparation à encaisser le choc, enfin un tel choc, et sur ce que veut dire être prêt dans ces conditions. Tous les pays, je pense, ont eu des difficultés. Est-ce que ces difficultés pouvaient être anticipées? En tout cas, aujourd'hui, ces difficultés peuvent être recensées et par conséquent, les connaissant, on peut s'y préparer puisque en Asie, ce n'est pas le premier épisode épidémique et dans les mémoires subsistent d'autres épidémies qui avaient aussi conduit à des fortes difficultés, notamment sur les tensions sur le système scolaire. Et donc peut-être que ce risque doit être anticipé comme un risque inhérent à l'époque moderne et en fait à la globalisation du risque pour pouvoir davantage intégrer dans nos pratiques et dans nos dispositifs des solutions, des plans B, des solutions alternatives qui nous permettent d'être plus réactifs. En Chine, par exemple, l'enseignement à distance dans les écoles a consisté pendant de très longues semaines, à peu près 5 semaines, à des révisions, le temps que des contenus soient créés et mis en place de manière très centralisée et contrôlée pour ensuite étudier de nouvelles notions. Donc évidemment, ce sera un acquis pour la Chine d'avoir pu constituer cette base de données. Encore faut-il maintenir ce dispositif et puis c'est donc
finalement une matière à réflexion aussi pour nous, pour les alliances françaises, pour les cours. Il se trouve qu'il n'y a pas de cours à l'Institut français de Chine, mais dans d'autres pays, comme le disait Manuela ou Benoît, il y a des cours, c'est le cas pour eux. Voilà, quel est notre degré de préparation, quel doit-il être à l'avenir? C'est un peu le questionnement auquel on doit trouver réponse. Merci, merci Frédéric pour cette intervention. Donc, quels sont les degrés de préparation? Effectivement, c'est la question parce que la question de cette crise sanitaire qui est amenée à durer pour encore une période qui est indéterminée, qui est peut-être susceptible de se reproduire. Comment est-ce qu'on peut se préparer et donc comment cela impacte le travail de la coopération linguistique éducative? On a eu plusieurs échanges. Alors, juste un petit rappel que vous pouvez répondre au sondage dans l'onglet sondage et également poser des questions dans l'onglet questions. Et puis, on a abordé, vous avez été plusieurs parmi les intervenants à aborder la question de la communication, de maintenir, de renforcer l'image de notre communication. L'Institut français va proposer un kit communication donc à destination des instituts français et des alliances françaises en premier lieu sur des cours en ligne et il sera disponible sur l'espace professionnel du site de l'Institut français en cours de semaine prochaine. Alors, peut-être Benoît, alors Maglone est revenu, Benoît aussi peut-être pour revenir et j'imagine que Manuela ah si, Manuela est là et Frédéric a peut-être quelques problèmes de connexion mais va revenir. Dans les questions, alors il y en a une première question sur quel impact sur la formation des enseignants. On a parlé de webinaires. Est-ce que l'on se dirige vers une formation qui se fera essentiellement à distance? Quelle est la place pour la formation en présentiel? Alors, si je puis répondre peut-être, Jérôme? Oui, bien sûr. Alors, en fait, il ne va pas y avoir d'un côté le présentiel et de l'autre, évidemment, le à distance. En fait, on va faire en effet de l'hybridation. Nous avions eu une université d'été, par exemple, en fait, en février à Brasilia, et les formations et les webinaires que nous avons mis en place sont inscrits comme renforcement de ce qui avait été fait, en fait, en février. Et je pense qu'il faut vraiment le concevoir comme ça. Mais dans des pays immenses, ou même pas immenses, mais en tout cas où la communauté des enseignants est extrêmement dispersée, c'est vrai que les retours que l'on a sur ces formations à distance, y compris celles qui ont été mises en place via l'Institut français, par le Gavilam ou d'autres, montrent que les retours sont excellents et que ça permet quand même d'approfondir, soit de sensibiliser. Ça ne forme pas un tout, mais c'est une partie de ce qu'il faut mettre en place. Si je peux prendre la parole, Jérôme, pour la formation, bon, moi je rejoins évidemment l'avis de Maglone, la formation dans le futur, elle est combinée en présence, à distance. Maintenant, dans les médias, pour nous, dans les prochains mois, et parce que le gouvernement espagnol engage la population à rester prudente et à télétravailler le plus possible, que les professeurs vont eux-mêmes limiter leurs déplacements, il nous semble important de proposer et d'accompagner les professeurs et les autorités éducatives locales dans de la formation à distance. Alors, depuis 2017, on organise des webinaires, principalement à destination de notre communauté d'établissements Bachibac. Ils sont 114 en Espagne, répartis dans tout le pays, et on ne pouvait pas les réunir en présence. C'était bien trop lourd à gérer, donc on a organisé des webinaires depuis 2017. On a capitalisé sur cette expérience. On a renforcé le nombre de webinaires depuis mars, avec un webinaire par mois, et également un webinaire à destination de notre grand réseau Label France Éducation, puisqu'on a 76 établissements Label France Éducation qui sont aussi répartis sur l'ensemble du territoire et en cette période finalement en fait assez isolés les uns et des autres dans ce réseau.
Donc, on a voulu accompagner ça avec de la formation, des moments de dialogue aussi, parce qu'on s'aperçoit que les professeurs, les cadres éducatifs ont aussi besoin d'échanger, comme on est en train de le faire. C'est-à-dire comparer leurs pratiques, avancer ensemble, s'appuyer sur des expériences et des bonnes pratiques qu'ils vont pouvoir réutiliser et ensuite transformer pour s'adapter à leur terrain. Et finalement, on organisera cette université d'été en ligne du 6 au 10, qui n'est pas une université d'été belge, hein, qui est l'université d'été qui s'organise traditionnellement en Espagne depuis 2014. On va proposer, en fait, aussi pour nous adapter au contexte, de la formation en atelier de 15 personnes maximum le matin, uniquement, pour que l'après-midi, les professeurs qui seront, je pense déjà, auront été très sollicités pour ce retour en classe et préparer la rentrée, auront besoin de leur après-midi pour faire d'autres choses. Et on proposera aussi un webinaire toutes les après-midi en auditeur libre, ouvert à tous. Et le but, c'est aussi, en pensant cette université d'été en ligne, on s'est évidemment calé sur les contraintes, mais on a aussi voulu prendre une dimension, je dirais, plus psychologique, qui avant entrait en ligne de compte, mais pas de manière aussi forte. Je pense que la dimension psychologique, le rapport à la formation, le rapport au développement des compétences doit aussi être pensé en prenant en compte la charge émotionnelle finalement des participants et également en prenant en compte un engagement éthique de notre travail en coopération avec les autorités éducatives. Hein. N'oublions pas que notre premier travail, c'est quand même une réponse politique à des besoins. Et on doit prendre en compte cette dimension politique et éthique encore plus fortement quand on organise ce genre de moments. Et donc, on organisera cette université d'été, par exemple, hein, mais je pourrais donner d'autres exemples. D'ailleurs, il y a une partie de l'équipe qui est en ligne et qui pourra aussi répondre sur le chat s'il y a des questions. On voudrait aussi qu'il y ait aussi des moments de détente, des espèces de jeux de piste en ligne, qui soient des à côté de la formation, mais qui permettent aux professeurs une forme de convivialité et de détente tout en apprenant. Merci beaucoup pour ça. L'université d'été, elle va être donc réservée aux professeurs espagnols? Absolument pas, non. On voudrait l'ouvrir parce que, comme disait Madeleine tout à l'heure, et on a la chance, cette immense chance, et d'ailleurs je pense que collectivement nous devrions y penser, hein, comment mutualiser les efforts et les ouvrir de manière coordonnée à l'ensemble du réseau. Évidemment, il y a les questions de fuseau horaire, hein. Ça, un professeur ne va pas se réveiller à 3 h du matin pour suivre l'université d'été, mais on va effectivement l'ouvrir à tous, puisqu'on a la chance d'avoir une plateforme. On pense qu'on utilisera la plateforme de l'Institut français de Madrid, qui a aussi une grande expérience des cours en ligne et qui a développé beaucoup de choses. Vous avez déjà eu l'occasion de les entendre ici même, puisque vous les aviez invités. Et on voudrait l'ouvrir à tous les professeurs qui sont intéressés par les contenus qu'on propose, qui vont évidemment être axés sur faire cours en ligne, enfin pas, attention, faire cours à distance, on va dire. Voilà. Les spécialistes, et Jérôme me corrigera si je dis des bêtises. En présentiel virtuel. Hein. C'est ça. Il y aura des choses pour les enfants, des choses pour les adultes, il y aura tout un travail aussi sur la classe inversée, enfin voilà, toutes ces choses qu'on a pensé pour être utile dans l'immédiat aux professeurs et pour ne pas les surcharger, parce qu'on fait peser beaucoup de choses sur les professeurs, une grande responsabilité. Et je crois que notre travail est de les accompagner et pas d'alourdir cette charge justement émotionnelle, cette contrainte, je dirais cette pression sociale qui s'exerce sur eux. Merci beaucoup. Il y a, alors peut-être, sauf si Benoît, tu souhaitais intervenir aussi sur la formation des enseignants. Non, mais je pense que tout a été dit par Manuela et Maglone, et il y a des choses superbes qui sont faites dans leurs pays respectifs. Nous aussi, on va aller vers un accroissement de ces interventions de formation en ligne. Et dans l'immédiat, en fait, on devait accueillir le 15 juin justement l'université d'été de l'association des professeurs de langue vivante à l'Institut. Et cette association, comme je disais tout à l'heure, est déjà passée à un format
de webinaires hebdomadaires, hein, jusqu'à 2 fois par semaine. Et c'est dans le cadre de leur webinaire qu'on avait pu présenter l'offre de l'Institut du Royaume-Uni, donc que j'ai partagé dans le chat et dans les questions. Et de la même façon qu'en Espagne, mais pas sur 4 ou 5 jours, hein, mais sur une seule journée, avec cette association, on va essayer de proposer une formation d'une journée avec plusieurs webinaires en parallèle, un petit peu comme des ateliers en parallèle qui se passeraient en présentiel et qui seront accessibles très largement au-delà des enseignants britanniques, je pense. D'accord. Et Frédéric qui est revenu. Je suis vraiment désolée. C'est le VPN qui marchait plus. Donc, on parlait de quel impact sur la formation des enseignants. Est-ce qu'on passait sur des formations qui se faisaient, qui se feraient exclusivement à distance ou essentiellement à distance, ou quelle était la place pour la formation présentielle? La place pour la formation présentielle, ce sera celle que la situation nous laissera, parce que actuellement, je ne sais pas comment ça se passe dans vos différents pays, mais ça paraît très compliqué à moyen terme, et voire même peut-être un peu plus, de pouvoir imaginer à nouveau de se rassembler en grand nombre. Voilà, donc il faut peut-être imaginer des formats plus restreints et des moyens une possibilité peut-être de se réunir à plus petite échelle, en fait, comme on parle de circuits courts pour l'alimentation, on peut envisager aussi de la formation sur la forme de circuits courts. Ce que la crise nous apprend, en réalité, c'est qu'il faut qu'on ne soit pas complètement dépendant de ces échanges, de ces mobilités, et qu'on puisse… excusez-moi si ça a déjà été dit, parce que du coup, j'ai loupé pratiquement 10 minutes. Donc, je ne sais même pas d'ailleurs à quel moment mon image a été coupée dans mon intervention. Mais donc voilà, je pense que ça nous force en quelque sorte à compter sur nos propres forces, sur les forces que nous avons nous en interne et aussi autour de nous, avec nos collègues dans les établissements, dans les universités. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec notre vivier local? Et c'est pas mal aussi, parce que ça nous oblige à repenser les choses d'une manière différente et de trouver finalement des forces là où on n'avait pas forcément cherché à regarder, parce qu'on se disait, il y a aussi des habitudes dans la coopération, et l'idée que l'échange, c'est toujours intéressant et c'est aussi un des avantages de la coopération. Mais aujourd'hui, il faut peut-être penser à ces circuits courts. C'est peut-être l'occasion que nous donne cette crise. D'accord, merci beaucoup. Alors, une autre question, c'est à quoi pourrait, selon vous, ressembler la coopération avec des établissements scolaires soumis à long terme aux mesures sanitaires? Parce qu'effectivement, les mesures sanitaires qui sont mises en place actuellement, elles sont amenées à durer, enfin peut-être pas sous des formes aussi extrêmes qu'actuellement, on peut l'espérer, mais l'OMS dit que le coronavirus est parti pour s'installer durablement dans le paysage sanitaire. Donc, quelles pourraient être les coopérations avec ces établissements scolaires? Généralisation de cours en ligne, d'autres solutions, comment les aider, les accompagner? Alors, nous, au Brésil, en fait, on a une demande récurrente qui était de nos partenaires éducatifs, c'est d'avoir en effet des émissions de télévision, donc des cours en fait de télévision en ligne, accessibles en fait sur les écrans de télévision ou éventuellement aussi sur des portables, etc. Mais essentiellement via le côté télévision, sachant qu'on est dans un pays en fait où il y a de très fortes disparités économiques et qu'une bonne partie de nos élèves n'ont pas forcément les moyens en fait pour avoir un portable, ou en tout cas pour avoir un accès à Internet. Donc le mode télévision est essentiel. Et c'est vrai que là on a un peu fait le tour des contenus possibles en fait. Vous voyez, c'est vraiment un professeur en fait qui donne un cours à la télévision en fait, un cours de FLE. Et ça, on n'a pas réussi à trouver ce genre de ressources. Et c'est quelque chose qui nous est très demandé. Et on voit bien, en tout cas, dans certaines régions, dans certains États du Brésil, comme Manaus ou autres, où nous avons des écoles bilingues, où ça serait vraiment, en effet, essentiel. Donc, c'est vrai qu'il faut sans doute penser à des ressources complémentaires, au-delà des formations qu'on peut donner aux professeurs, des contenus qui sont de TV5, etc. Il faudrait peut-être imaginer, avec nos collègues de la DGM ou de TV5 ou autres, des émissions vraiment télévision.
C'est quelque chose qui a remonté aussi d'autres postes, en fait, cette demande, ouais, sur des missions de télévision. En Espagne, on nous a beaucoup demandé des capsules d'auto-apprentissage, en fait. Des petites capsules animées, notamment pour les tout petits, parce que à la maison, en Espagne, il y a quand même un certain nombre d'enfants qui apprennent le français à l'école primaire. Évidemment, leurs parents ne parlent pas français et ils ont besoin de pouvoir voir des choses en français de manière organisée, des petites capsules animées avec des contenus de langue simples qui pourraient être téléchargés sur les plateformes des communautés autonomes, puisque chaque communauté autonome a sa plateforme et a mis en ligne de manière organisée pour les langues une collection de ressources. Alors évidemment, nous avons notamment les formidables produits de TV5 Monde qui peuvent être utilisés pour ça, mais le défaut de cette solution, qui par ailleurs a d'énormes avantages, les produits TV5 Monde, c'est qu'ils ne sont pas téléchargeables sur les plateformes des communautés autonomes. Et pour revenir à ta question, concernant comment aider les professeurs, je pense qu'une des choses à laquelle nous devons être attentifs, c'est de continuer à imaginer des dispositifs qui permettent aux élèves de se parler, d'interagir, d'être ensemble. Et nous aimerions notamment lancer des webinaires où les élèves témoignent, où les élèves peuvent être présents, peuvent dire qu'ils apprennent le métier du numérique en formation professionnelle, qu'ils sont bilingues et qu'ils suivent le Bachibac, ou justement, comme on est là, nous, mais que ce soit des élèves qui le fassent. Ça, je crois que c'est très important, et en particulier entre la France et l'Espagne, mais aussi entre la France, l'Allemagne ou l'Italie pour les doubles diplômes, ou avec le Brésil, ou avec voilà, pour donner à voir cette dimension internationale, globale du français, parce que ça, c'est une force par rapport à d'autres langues, cette francophonie vivante qu'on pourrait vraiment, pour le coup, plus facilement, peut-être plus facilement non, mais disons saisir cette opportunité pour le faire. Et l'autre chose, c'est de mettre aussi en musique les coopérations des établissements, puisque tu parlais aussi des établissements, à travers les projets européens, puisque nos amis anglais ont décidé de quitter l'Europe. On a des moyens supplémentaires en Europe, et on voudrait, notamment pendant l'université d'été, proposer un webinaire pour mettre en dialogue des écoles, des professeurs qui veulent déposer des projets européens et utiliser donc les fonds européens pour ça, parce qu'une des choses à laquelle on doit aussi s'affronter et dont nous n'avons pas parlé, c'est la crise économique qui va s'abattre de manière très dure sur les États et qui forcément touchera l'école, comme elle l'a déjà touché. En tout cas en Espagne, c'était le cas, je l'ai dit tout à l'heure, et je pense qu'on a aussi à préparer ça, à aider les collègues à chercher des fonds, à mutualiser, à faire vivre les énergies. Et cette mutualisation, je pense qu'elle doit aussi être organisée depuis Paris pour tout le réseau des attachés de coopération et de manière générale la coopération, parce que là, ce que fait Maglone est forcément visible, utile aussi pour d'autres pays. Et inversement, ce que nous faisons, nous, voilà, je pense qu'on doit faire cet effort-là. Merci. Peut-être Benoît sur. J'ai l'impression que le Primary French Project, ça répond quand même en partie à cette problématique d'accompagner les établissements scolaires. Oui, alors nous on a eu la chance en fait d'avoir des ressources qui étaient déjà à disposition, puisque ici l'enseignement des langues est redevenu obligatoire entre les âges de 7 ans et 14 ans à partir de 2014. Et donc, l'Institut français avait eu cette excellente idée, justement à l'époque, de s'associer avec les partenaires britanniques, l'Association des professeurs de langue vivante, Network for Languages, qui est un autre opérateur local, pour développer des ressources clés en main qui pourraient être utilisées et téléchargées très facilement par les enseignants, des enseignants qui ne parlent pas forcément français en primaire, et qui avaient donc besoin d'être accompagnés de A à Z. Donc, ces ressources, elles sont disponibles sur Culture Tech, mais Royaume-Uni. Donc c'est vrai que c'est une exclusivité de Culture Tech Royaume-Uni. C'est une question que je pourrais soulever auprès de mes collègues de la médiathèque et de voir ici si en effet il pourrait y avoir un partage plus élargi de ces ressources. Mais pour revenir aussi à ce que... Donc ça c'est une idée, on a déjà un groupe de travail sur IFProf
Il y a un groupe de travail sur Facebook autour de ces ressources. Mais c'est vrai que pour l'instant, ces ressources ne sont accessibles que pour le Royaume-Uni. Et il faut dire qu'elles ont été également conçues et calibrées pour être enseignées dans le cadre du programme d'enseignement national anglais. Donc, toutes les références, toutes les progressions sont vraiment axées sur la façon dont on enseigne ici au Royaume-Uni. Donc, pas forcément non plus compatible dans tous les pays. Pour revenir peut-être sur ce que disait Manuela tout à l'heure et Maglone, il y a énormément de dispositifs qui seraient intéressants de mutualiser pour tout le réseau, en fait, pour avoir un accès à l'information, parce qu'il y a des établissements qui ont des web radios, il y en a qui ont des chaînes sur YouTube ou sur Twitch, et ce serait très très intéressant d'avoir un site, peut-être via l'Institut français de Paris, qui pourrait mutualiser des exemples de bonnes pratiques. Il y a déjà ce webinaire qui est génial, hein, toutes les semaines, ça nous permet d'apprendre énormément de choses. Mais si on avait aussi une plateforme où on pourrait justement retrouver, cliquer pour accéder à ces liens et découvrir plus en profondeur les différentes initiatives, les bonnes pratiques qui sont partagées dans certains pays ou à l'initiative de certains postes, je pense que ce serait encore un plus. Oui, parce que le problème en même temps actuellement, et c'est bien, ce webinaire en est bien la preuve, c'est qu'on a aussi énormément de ressources. Il y a un moment où on a presque trop de ressources en fait, et on ne sait plus lesquelles choisir, lesquelles identifier, parce que voilà, on est submergé en fait. Hein. Et donc c'est vrai qu'avoir que l'Institut français de Paris pouvait identifier les meilleurs exemples et les meilleures ressources de façon à pouvoir nous les proposer, et comme ça, nous, on pourrait faire notre marché plus vite, plutôt que d'aller regarder, en effet, ce foisonnement qui est extraordinaire. Et je trouve que la crise, en effet, pour ça, a été le révélateur d'une capacité à créer, à ajuster de nouveaux contenus, etc., qui a été fabuleuse. Mais là, il y a un moment où on va avoir trop de choses, en fait. Et donc, il va falloir, en effet, cibler les ressources qui sont vraiment, en effet, les plus utiles pour nous, en fait. Et puis, pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure sur la coopération éducative entre les pays, il y a aussi énormément de choses qui se passent au niveau local de façon décentralisée, puisque là, on parle souvent de ressources centralisées. Il faut pouvoir centraliser et qu'on ait un accès partagé à cette richesse des ressources en identifiant les bonnes pratiques, mais également au niveau local. Tout récemment, l'ambassade de France au Royaume-Uni s'est associée à une initiative de promotion des langues à Newcastle. Donc c'est assez unique, hein, c'est très très original. Ça s'appelle Newcastle City of Languages et ils ont décidé de prendre à bras le corps cette question des langues, puisque le nord-est de l'Angleterre est la région qui a les plus mauvais résultats en termes d'apprentissage des langues aux examens nationaux. Et donc la ville a eu la volonté de rassembler différents opérateurs des instituts culturels étrangers, européens, et également des forces locales, l'université, la chambre de commerce du nord-est de l'Angleterre, pour promouvoir les langues. Ils nous ont associés et depuis on a pris contact avec l'académie. Alors j'ai un trou en fait. Enfin, on a pris contact avec nos collègues en France et j'ai plus le nom exact de l'académie avec laquelle on a mis ces personnes en contact. Mais il y a énormément de choses qui se passent au niveau des académies et donc, notamment des programmes numériques qui permettent de mettre en place ces relations à distance. Et ça aussi, c'est une piste qui est très intéressante d'explorer, les coopérations locales, régionales. Et je pense que c'est évidemment forcément le cas en Espagne, où vous avez un dispositif très décentralisé également. Je pense que c'est une piste aussi à soutenir à notre niveau de l'ambassade ou des instituts. Merci. Je peux prendre la parole. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. J'en profite pendant que ça tient. Non, je voulais dire qu'on a beaucoup parlé évidemment de numérique, et puis on en a plein le dos du numérique, un peu non. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça dans notre vie aujourd'hui avec la crise, non seulement dans notre vie professionnelle ou dans notre vie d'élève ou d'étudiant, mais aussi dans notre vie privée, parce que la distanciation physique fait que c'est le moyen de fonctionnement. Et il y a une vraie crainte, je trouve, quand même, enfin une vraie préoccupation qui doit être celle aussi de cette exposition non-stop à des écrans, voilà, sur des tablettes. Enfin, je sais pas, peut-être que la crise, là, on est dans cet épisode, c'est clair. Mais sur le long terme,
Est-ce que tous ces webinaires, moi j'en suis à mon 3e dans la semaine, et les élèves n'en parlons pas, et les enfants aussi, est-ce que ça peut tenir sur la durée, ou est-ce qu'on peut envisager des choses tout à l'heure, je parlais de localisme pour les ressources de formation. Est-ce qu'on peut aussi envisager d'autres modèles qui seraient autre chose que du numérique? Par exemple, les enfants ou les jeunes aujourd'hui ont passé beaucoup de temps confinés, seuls, et c'est aussi des moments qui peuvent donner lieu à une introspection ou à une réflexion, à un journal, à l'écriture d'un journal ou à l'écoute de la radio. Enfin, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus imaginatif que d'aller, même si le numérique est formidable on a beaucoup de chance d'avoir tous ces outils et toutes ces ressources dans cette période. Je pense qu'il faut qu'on équilibre davantage aussi nos propositions et ne pas les faire reposer entièrement sur des écrans. Il y a des commentaires dans le chat qui vont dans ce sens-là. Jérôme, si tu me permets, je voudrais ajouter quelque chose. Il nous semble aussi important, il nous a semblé aussi important de garder le lien en Europe avec les ambassades des autres pays qui sont en Espagne, avec notamment les ambassades francophones d'Espagne. On communique avec eux très régulièrement, on leur envoie des ressources, on les tient au courant de l'actualité de la francophonie, la manière aussi de cette réponse collective organisée et coordonnée par l'OIF, parce que le défi de l'éducation en Afrique est un défi qui préoccupe aussi les Européens et qui préoccupe aussi en Espagne. L'Espagne est un pont vers l'Afrique francophone et les Canaries sont à 100 km des côtes africaines. Donc on a aussi gardé un lien avec les ambassades francophones et les ambassades européennes pour diffuser de l'information, partager, faire des actions en commun, des actions parfois qui ne sont pas visibles mais qui sont des actions politiques en réaction à certaines prises de décision en Espagne, qui notamment pour certaines attaquent le plurilinguisme. Donc on est aussi dans on essaie aussi de garder le cap, c'est-à-dire nous dire voilà pendant la pandémie, on travaille autrement, on établit des relations différentes, comme le disait Frédéric, on veille aussi à une forme de confort psychologique, mais on doit aussi, sur le plan politique, rester vigilant, rester en alerte et continuer à faire notre travail de promotion du plurilinguisme. En tout cas, c'est notre premier objectif en Espagne et on s'y tient. On parlait des programmes aussi d'assistants de langue. Alors, quel impact et comment on va pouvoir gérer cet impact-là sur des programmes qui sont parfois assez massifs pour plusieurs pays? Quoi faire par rapport à ça? Et puis aussi peut-être aussi sur les mobilités sortantes, enfin tous les étudiants qui avaient pour projet de partir étudier en France. Comment on peut répondre à ces attentes qui sont en tout cas retardées? Alors pour les étudiants, en fait, on est en train de mettre en place en fait un programme d'immersion virtuelle en fait. Frédéric, tu vas hurler. D'immersion virtuelle en fait en France, mais au Brésil. Parce qu'il faut quand même pouvoir imaginer que ces étudiants brésiliens n'ont qu'une envie, c'est quand même d'arriver en France pour leurs études. Alors même si les mobilités encadrées peuvent en effet être suspendues, les mobilités individuelles qui sont en tout cas au Brésil très importantes puisqu'elles forment à peu près la moitié des étudiants, eux vont peut-être en effet arriver à partir et en tout cas c'est ce qu'ils espèrent. Mais par contre ils vont pas arriver à partir sans doute au mois d'août, ce que beaucoup avaient imaginé. Donc il faut en effet qu'on mette en place des programmes de français d'immersion. On n'est même plus sur du fou, on est sur du français d'immersion pour les préparer au mieux en fait à leur arrivée dans leurs universités respectives, dans leurs institutions, que ce soit Polytechnique, Mines, les différentes universités françaises, etc. Et ça, c'est un travail que l'on fait de façon très étroite avec les alliances françaises, parce que là aussi, tous les programmes qu'on met en place, il faut aussi pouvoir faire en sorte que les alliances puissent être les porteuses de ces projets.
Les alliances vont toutes avoir besoin en effet de recettes complémentaires, de se positionner sur de nouveaux créneaux. Et il faut que la coopération éducative aussi puisse, à travers les différents programmes qu'elle met en place, venir en appui en fait à ces alliances françaises qui ont les professeurs généralement extrêmement bien formés pour pouvoir mettre à disposition ces programmes. C'était pour le Brésil. Merci. Peut-être pour le Royaume-Uni, nous on a donc cette année 266 assistants de langue française, donc la plupart en fait sont rentrés en France suite à la fermeture des écoles et donc certains doivent rentrer pour récupérer leurs affaires. Pour la continuité du programme, on doit justement se réunir fin mai. On a une commission bilatérale avec nos amis de France Éducation Internationale et du British Council, hein, qui sont les deux opérateurs autour de ce programme, pour voir justement quelles sont les conséquences immédiates qui vont devoir être prises en compte pour la gestion de ce programme et l'accueil des assistants. Nous, on a plusieurs journées d'accueil qui ont lieu, qui s'étalent entre début septembre et la mi-octobre. On est à 6 journées de formation sur l'ensemble du pays. Et évidemment, tout ça va être directement impacté. Donc, il faudra voir déjà non seulement comment ces assistants vont pouvoir continuer d'être accueillis par leurs propres établissements, comment le programme va évoluer, puisque c'est un programme qui a vu les effectifs français au Royaume-Uni baisser ces dernières années. Et ça, c'est dû au fait que le système scolaire britannique étant très décentralisé, les salaires des assistants sont à la charge directe des établissements. Et ces établissements ayant vu leur budget diminuer, particulièrement dans l'enseignement des langues, ils sont aujourd'hui moins à même de pouvoir employer des assistants de langue. On peut très bien imaginer, comme cela a été soulevé par l'une des collègues tout à l'heure, que l'impact économique va forcément aussi déteindre sur des programmes comme celui des assistants de langue, où les établissements et les finances de ces établissements sont clés pour l'accueil de nos assistants ici au Royaume-Uni. Donc toutes ces questions vont être abordées avec nos amis britanniques et FEI dans les prochains jours. En ce qui concerne la Chine, c'est peu d'assistants, hein. Je disais qu'il y en a 16 tout à l'heure. On a fait nos commissions de recrutement et évidemment, comme c'est un programme bilatéral, il y a aussi des étudiants chinois qui doivent aller être pour un programme d'assistant en France. Mais évidemment, toujours avec cette incertitude. Et puis, pour nous, la question, elle est celle de l'attractivité. Et c'est pas seulement ça concerne pas seulement les assistants, mais ça concerne tous les recrutements. En fait, la question RH, pour nous en Chine, elle va être très importante parce que l'impact du coronavirus qui a commencé ici plus tôt et qui n'arrange pas l'attractivité de la Chine, qui est déjà assez modérée d'une manière générale. Pour plusieurs raisons qui sont facilement compréhensibles. Et du coup, ça impacte pas seulement le programme de langue, mais ça impacte aussi les écoles du réseau Label France Éducation, même les écoles françaises. La question de la rareté de la ressource enseignante francophone est posée. Et elle ne va que s'accentuer avec cette crise. Donc, on va avoir un vrai défi à relever pour à nouveau intéresser des assistants ou des enseignants potentiels pour venir en Chine. Merci beaucoup pour ça. Il y a la question des stages longs FLE qui se posent. Il y a les services civiques, je crois que les affectations sont en suspens aussi. Je ne sais pas si, du coup, sur les stages longs MAE, si vous avez, vous, des informations sur ça. On pourra peut-être y répondre dans l'onglet questions. On a un petit peu dépassé sur le temps prévu. Je ne sais pas s'il y a un mot de conclusion que vous voulez adresser. Déjà, bon courage à tous les collègues qui nous suivent. Et c'est quand même un moment très très particulier et intense pour tous. Je pense que mes collègues ne contrediront pas, mais on a tous énormément de travail. On a dû revoir quand même beaucoup nos façons de fonctionner. Et pour ma part, c'est un plaisir de pouvoir échanger lors de ces moments
ici dans le cadre de ce webinaire. Donc, merci à l'Institut français et merci aux collègues aussi pour tout leur travail. Merci à vous en tout cas pour ces remontées d'informations. Oui, Alors, merci Jérôme. Ouais, moi, je veux juste dire en effet que nous sommes évidemment très inquiets pour les alliances françaises et les lycées français, parce que c'est leur modèle économique, c'est leur modèle tout court en fait qui peut être remis en cause, mais que pour la coopération éducative, je trouve que c'est un fabuleux moment de se reposer les bonnes questions, de rebondir sur de nouveaux modèles, de nouvelles idées, d'où ces partages d'échanges, ces partages d'expériences qui sont absolument passionnants. Et ça va peut-être en effet rechanger complètement nos métiers, et ça, je trouve ça assez génial. Et donc, merci à l'Institut français de nous accompagner dans cette voie, qui j'espère sera couronnée de succès. Merci. Je prends la parole avant que mon système ne me lâche pour remercier Jérôme et toute l'équipe de l'Institut français de cette initiative. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Maclone, et puis la dureté du moment, ces communautés-là, avec toutes ces personnes finalement qu'on a croisées un jour ou l'autre dans notre vie professionnelle et qu'on voit à droite s'afficher dans les 100 ou 200, 150 ou 200 personnes qui assistent à ce webinaire, ça montre qu'on a quand même, on a plaisir à se retrouver et autour même de temps difficiles comme ça, de savoir qu'on partage aussi certaines inquiétudes et certaines problématiques. Et donc, c'est tout l'intérêt, je crois, de la communauté IF-Prof, et ce webinaire en est un exemple, de pouvoir continuer à se soutenir et puis à s'alimenter, à se nourrir les uns les autres. Je crois que la période nous aura au moins permis de voir l'importance de ce lien entre nous. Moi, je voudrais aussi terminer en vous remerciant tous. C'était un plaisir pour moi de vous revoir et voir des camarades, des camarades de jeu d'autres vies qui sont là, toujours aussi motivés. Vous dire aussi que pour moi, j'essaie toujours d'aller à ce que je pense être l'essentiel et qu'il ne faut jamais perdre de vue. D'abord, la première chose, c'est que nous formons une communauté de métiers, de points de vue divers, d'expériences diverses, de cultures diverses, et que nous pouvons nous appuyer sur ces talents-là, les talents du commun, du collectif. Et ça, je crois que c'est très important. Je crois que c'est le collectif qui va nous permettre de sortir plus différents, forcément, mais avec aussi dans cette différence des choses que nous aurons apprises et qui seront aussi belles. Et il n'y a pas que les aspects sombres, il y a aussi des belles choses, et il faut essayer de les regarder, même si c'est un moment tragique pour beaucoup de professeurs, beaucoup d'élèves, beaucoup de familles, et je crois que ça, il faut l'avoir aussi en tête. Et puis l'autre chose, c'est le sens aussi de notre métier de coopération, c'est-à-dire que nous sommes en dialogue avec les autorités éducatives locales, pour mon cas l'Espagne, et que nous avons une mission à accomplir, et que cette mission, il ne faut pas la perdre de vue dans un moment un peu de tension, et y revenir, parce que c'est en gardant le sens, je pense qu'on pourra être efficace et être efficace ensemble. Et merci encore une fois, et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres aventures. Okay. Merci à vous tous pour cette présentation, ces échanges qui auront été vraiment, vraiment très intéressants. Ça aurait été un plaisir de vous avoir, et on a bien retenu effectivement une communauté de talents qui se retrouvent. C'est le cas chaque semaine. C'est un plaisir pour nous de pouvoir valoriser toutes les belles actions qui sont faites dans le réseau, vraiment. Et on a bien noté le désir de pouvoir mutualiser de manière peut-être plus structurée encore toutes les initiatives qui se font au jour. Merci encore une fois à vous tous. Et donc, le webinaire la semaine prochaine sera mercredi. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir à tous.